Alors bonsoir à tous. En préambule, bienvenue déjà. Et en préambule, je souhaiterais donc excuser l'absence du président du CAS qui aurait souhaité être parmi vous ce soir, mais malheureusement pour des raisons professionnelles n'a pas pu se joindre à nous, mais m'a donné quelques messages à vous donner. Il m'a chargé tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour être présent ce soir pour accueillir l'inauguration finalement du livre de Jacques, qui a nécessité des années de travail, plus de 40 ans, qui a commencé à être travaillé sous sa forme de publication quand même depuis 2014 avec les éditions Libelle. Donc ça fait un petit moment qu'on est dessus et on est content qu'en 2018, enfin, il voit le jour. C'est vraiment avec un grand plaisir que le musée a accompagné Jacques dans sa publication et dans sa production. Simplement, il n'y a pas eu que le musée. Heureusement, on a eu des gens bienveillants, on a eu des institutions qui nous ont accompagnés aussi. Je voudrais les mettre à l'honneur ce soir. Je pense notamment à l'entreprise de Sautel-Galin et à son directeur qui est représenté ce soir par monsieur Yannick Josse, qui nous a eu par son action de mécénat. Donc sans quoi le livre ne serait pas sorti aujourd'hui. Mais nous avons aussi de vifs remerciements à présenter aux archives municipales qui nous accueillent en plus ce soir, également au musée Gadagne, à la bibliothèque municipale, aux archives départementales et enfin au musée des Beaux-Arts d'Agen, parce que jusque là-bas, on a aussi été chercher de l'iconographie. Et toute cette iconographie, qui est au nombre de plus de 200 dans le livre de Jacques, a été donnée, nous a été proposée par toutes ces institutions culturelles. Ce travail, en fait, il a vu le jour aussi parce qu'il y a eu d'autres soutiens qu'on voit un peu moins. C'est tout le soutien des bénévoles du musée qui ont accompagné Jacques dans sa production, mais qui sont également présents au quotidien, que ce soit sur tout un aspect véhicule, sur un aspect histoire, sur un aspect visite, et que sans eux, aujourd'hui, on n'arriverait pas à faire les productions que l'on fait. Bien souvent, ils ont également été majoritairement des souscripteurs. Et sans les souscripteurs aussi, on n'aurait pas pu faire sortir le livre. Donc, au nom du président du CAS, je vous remercie tous parce que je sais que vous êtes nombreux dans cette salle à en faire partie. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'une chose à espérer. C'est un grand succès à ce livre pour qu'on puisse entamer, je l'espère, peut-être un deuxième ouvrage derrière à suivre. Il est en cours. Donc ça, ce qui va vous être présenté, en fait, c'est la première partie, puisque ça se passe de l'Antiquité à 1912, et donc le deuxième tome partira après 1912. Donc maintenant, je laisse la main à Jacques et à Roselyne, qui vont nous expliquer, en fait, toute l'histoire du corps des sapeurs-pompiers. Et à tous les deux. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez, parce que je parle pas très fort, moi. Bon, donc on va partir de l'Antiquité, comme Sandrine nous l'a dit. Bon, vous savez tous que Lyon, Ludulum, a été une grande cité gallo-romaine. Et à ce titre, elle avait une garnison constituée pour assurer la police. Des cohortes, d'abord une troupe qui est non identifiée, et ensuite des cohortes, à l'instar de Rome et de Carthage en Tunisie. On connaît donc le problème. On a trouvé une stèle d'un préfet des vigiles en 1820 dans le jardin. Faut que je suive le. Ouais. Voilà. Non mais c'est bon. C'est bon. Non. Mais on ne trouve pas de trace de soldats vigiles, donc on pense que ils utilisaient les corporations des métiers du bâtiment pour assurer le rôle de pompier. Pompier pris au sens moderne du terme. Puisqu'un pompier, à l'origine, c'est un fabricant de pompes. Et par extension, on l'attribuait à ceux qui s'en servaient. Donc Lyon avait été alimenté par 4 aqueducs. C'est un ensemble, c'est le premier après Rome. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler, alors. Il a l'habitude d'écrire. Mais j'écris mieux que je parle, heureusement. Bon, on passe au Moyen-Âge, alors. Alors, on va passer au Moyen-Âge ? Oui. On y va. Donc, bien sûr, vous savez, les villes du Moyen-Âge, on utilisait souvent le bourg.
Et donc, bien sûr, ça a augmenté le potentiel de risque d'incendie. Et donc, c'est pour ça qu'on faisait appel aux corporations du bâtiment, aux charpentiers, aux maçons essentiellement, pour pouvoir avoir des hommes capables de démolir la moitié d'une construction ou des constructions autour de l'incendie pour limiter sa propagation. On a au Moyen-Âge un acte capitulaire de Clotaire II en 595, repris par Charlemagne en 813, qui permet de comprendre qu'il existe à cette époque un service des veilleurs de nuit. Et donc le Lyon a peut-être bénéficié d'un service identique que Paris, mais il n'y a pas de preuve. À la chute de l'Empire romain, la ville de Lyon disparaît de l'histoire, en fait. On n'a plus de renseignements, sauf en 580, il y a une grande inondation. Et donc, la ville elle se regroupe vers le groupe épiscopal de Saint-Jean. Et petit à petit, on a une renaissance lyonnaise qui se passe vers 840. On a un petit bourg qui s'installe près de Saint-Lizier. Et donc, c'est la renaissance lyonnaise. Excusez-moi. On a un système de guet et des trompettes. On va aller voir. Ouais. Tiens, reprends parce que moi je m'exprime mal. D'accord. Donc moi je vais me présenter, je suis Rosine Augustin, donc j'ai partagé ce temps avec Jacques pour pour que cet ouvrage voit le jour. Et donc je vais poursuivre voilà, les détails. J'irai voir Jacques, parce que c'est vraiment son travail qui est mis à l'honneur aujourd'hui. Donc, la presqu'île va s'urbaniser, comme nous a dit Jacques, et on va avoir des guetteurs avec des trompettes. Donc sur Lyon, quand on va la chapelle de Fourvière, quand elle va être construite vers 1168, un guetteur va prendre certainement la place au pied de cette tour et puis va surveiller les départs d'incendie sur la ville de Lyon. Alors en même temps, je vais piloter le diaporama. Alors, on voit les cloches, puisque les cloches vont jouer un rôle majeur. C'est effectivement le tocsin qui va apparaître au IVe siècle. Alors, le couvre-feu à Lyon est assuré aussi par ce qu'on appelle le chasse-ribaud. Alors, le chasse-ribaud, c'est un gardien qui assure la sécurité du palais royal et qui a aussi le rôle de chasser les mendiants et les prostituées. Alors, il faut se dire que les filles de joie vont jouer aussi un rôle dans l'alerte et puis dans l'aide à l'incendie. Alors, à Lyon, on n'a aucune trace, mais on va retrouver ces éléments en Franche-Comté, donc à Besançon ou à Montbéliard, ou dans le Nord, à Arras et Amiens. Donc, vous voyez, il y a une participation assez massive selon, entre guillemets, les corporations. Alors, comme vous a dit Jacques, les hommes du feu, donc on retombe sur tous ceux qui sont capables de faire la part du feu. Alors, la part du feu, chez les pompiers, c'est quelque chose qui est bien connu, c'est-à-dire éviter d'une part qu'il y ait une propagation du feu, les maisons se touchant l'une à l'autre, la propagation était facile. Et puis, surtout, il fallait garder les murs porteurs et la charpente. Ça, c'était obligatoire parce que si ça s'écroulait, bien forcément, tout était à reprendre. Donc, tant qu'on pouvait maintenir l'édifice sur les 4 murs et la charpente, on pouvait sauver la maison en feu. Alors, donc là, on voit les charpentiers qui sont en tenue. Et puis, on va avoir aussi les ordres mendiants. Alors, les ordres mendiants, ils faisaient vœu de pauvreté, mais en échange, ils devaient aussi apporter leur aide en cas de feu. Et donc, à Lyon, à partir du XIIIe siècle, les franciscains
donc des Cordeliers, les Dominicains des Jacobins, les Carmes, les Augustins, eh bien, vont venir prêter leur aide, et surtout, ils vont organiser la chaîne humaine, hein, puisque les seaux d'eau, eh bien, c'est vraiment la base même de l'extinction d'un incendie à cette époque, hein. Donc, c'est eux qui prennent part à l'incendie. Alors, on va avoir ces fameux seaux de cuir. Alors, à Paris, il était d'usage d'avoir des baquets et des seaux devant les maisons. Donc ça, c'était presque citoyen. Donc, dès qu'il y avait un incendie, on mettait les seaux à disposition et les gens partaient au feu. Les premiers seaux de cuir sont acquis en 1475 à la suite d'un important incendie à la friperie dite Brûlé. Alors, cette friperie se trouvait aujourd'hui, vous voyez où se trouve Nardonne ? Ouais, voilà, et vous avez une place devant. Donc, à l'époque, il y avait une friperie qui avait brûlé, donc elle avait des vêtements, des guenilles, hein, et même la place a porté le nom, avant qu'elle s'appelle Edmond Fousseret, eh bien, c'était la friperie Brûlée. Et c'était en relation avec cet incendie. Alors voilà, et c'est ce qui a amené l'achat de seaux en cuir à Lyon. Alors, tout le monde connaît ce fameux plan de 1550, hein, c'est le plan scénographie. Mais là, cette fois-ci, dans l'ouvrage de Jacques, on a pu l'utiliser en fond de carte pour situer les 5 dépôts de seaux qui étaient présents à Lyon. Donc, vous voyez, les plans de Lyon, dans le livre de Jacques, sont totalement réutilisés, réinventés pour pouvoir parler des feux et de l'incendie. Et donc, en 1, vous voyez, vous avez les Cordeliers, Saint-Éloi, Saint-Jean, les Carmes et l'hôtel de ville de la rue Longue. Alors, l'origine de la garde bourgeoise. Donc, les pénonnages se perdent bien sûr dans l'incertitude du passé, mais ces membres vont aussi avoir une grande part dans la lutte contre l'incendie. Donc, ils vont se réunir soit par quartier ou soit par corporation et vont vraiment être un maillon important dans la lutte contre l'incendie et dans son organisation. Donc là, on retrouve un guet bourgeois. Les seringues d'incendie. Alors, cette chose bizarre qui est en vérité inspirée des traitements de lavement, hein, servait en 1495, ça a été réinventé pour justement permettre de projeter de l'eau sur les édifices. Alors, c'est quelques litres d'eau. Alors, quand je suis en visite, c'est vrai que je dis souvent, c'est lié, c'est l'ancêtre de l'extincteur. Mais vraiment, on est sur un matériel un peu assez limité. Donc, la mention des seringues en 1495, c'est par le biais d'une lettre de Charles VIII. C'est lui qui va mettre en place ces... Charles VIII, oui, Charles VIII. Alors, je fais attention, hein. Donc, lorsqu'il y a un incendie au couvent des Célestins en 1501, Louis XII est présent à Lyon. Alors, on ne sait pas pourquoi, si c'était pour ses petites affaires ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a un feu, et c'est pour la première fois qu'on va réutiliser les seringues à Lyon. Donc, on se demande si, dans sa garde royale, lorsqu'il était à Lyon, eh bien, il y avait parmi ses gardes déjà des gens qui portaient des seringues, et ça a été envoyé au couvent des Célestins pour pouvoir assurer l'extinction de l'incendie. Mais il va y avoir les guerres de religion, et il va y avoir plus de dépôts, plus de matériel. Donc Lyon va être vraiment avec un grand manque d'équipement.
Et il va y avoir un incendie quai de la Pêcherie en 1614 où il va y avoir quand même 14 morts. Et donc, il faudra attendre 1636 pour avoir la certitude d'avoir à nouveau des seringues à Lyon. Alors, bizarrement, il y aura 14 seringues qui vont être achetées à ce moment-là. Hein. Ça n'a rien à voir avec les 14 morts de la rue de la Pêcherie, mais c'est comme ça. La réapparition de la pompe en Europe occidentale. Alors, il faut se dire aussi que le savoir-faire romain va complètement disparaître et eux qui sont à l'origine des pompes, eh bien, ça va complètement disparaître et en Europe de l'Ouest. C'est maintenu tant que l'Empire romain d'Orient est présent et à la chute de Constantinople, l'exil des scientifiques permet de retrouver justement la technique des Romains et ça va repartir sur l'Italie et sur l'Espagne. Et ceux qui vont commencer à développer les pompes, eh bien, ça va être les Allemands. Alors, en Bavière, il y a une pompe qui est construite en 1517 par Antonien Platner. Et puis, il va y avoir Hans Horst, excusez-moi pour mon accent allemand qui est déplorable, qui va mettre en place la première pompe à 4 roues. Et bizarrement, ça ne sera pas Paris qui va bénéficier d'abord des pompes, mais ça va être toutes les villes qui vont se trouver à l'est, donc vers l'Allemagne. Et donc nous, à Lyon, eh bien, elle arrive en 1671. Hein, c'est bien ça? D'accord. Alors, les frères Van Heyden, qui nous viennent d'Amsterdam et qui, eux, sont chargés de la maintenance des pompes d'Amsterdam, vont inventer les tuyaux, puisque au départ, eh bien, les pompes étaient équipées uniquement de lances fixes. Et ça voulait dire qu'il fallait utiliser... Enfin, les attaques de feu se faisaient tout à l'extérieur. On ne pouvait pas du tout rentrer dans les appartements puisqu'il n'y avait aucune flexibilité. Et donc, ce sont les frères Van Heyden qui vont l'inventer à partir de boyaux, donc les boyaux d'animaux. Et puis ensuite, on va avoir les fameux tuyaux en cuir. Et nous, on va les avoir quand, Jacques? En 1722. En 1722. Hein, vous voyez? C'est le morceau qui est vraiment adopté en 1879. En 1779, les boyaux pour toutes les pompes. D'accord. Donc voilà, on voit bien ces lances fixes pour pouvoir éteindre les feux. Là aussi, on le retrouve. Hein. L'incendie de l'hôtel de ville. Donc ça doit parler. Hein. Donc à Gadagne, il y a une très belle huile sur toile et puis aussi une gravure. Donc ça date de 1674 et les pompes là, pour le coup, elles sont certainement pas utilisées car le feu il a éclaté dans les combles de l'hôtel de ville. Donc ils n'ont pas pu vraiment utiliser les pompes. Alors il y a des pompes portatives qui commencent à se mettre en place. Et c'est donc c'est inventé par un certain Claude Guay. Et c'est un progrès parce que dans les rues, il n'y a pas de pavés, mais c'est ce qu'on appelle les têtes de chat. Donc on a des genres de galets qui sont posés verticalement. Et donc, bien sûr, c'est plus facile de transporter les pompes portatives. Les catastrophes de 1711. Alors, on n'a pas été épargné à Lyon, puisque déjà après la famine de 1709, donc il y a 2 événements marquants. Il va y avoir des inondations en 1711, où là, l'eau du Rhône va complètement envahir la presqu'île jusqu'à la rue Grenette. Et puis, les ponts de bois vont être dévastés. Alors, la première conséquence, c'est que il va y avoir aussi une contamination des puits. Et donc, les gens vont utiliser uniquement les fontaines qui sont encore alimentées en eau de source.
Donc le problème de l'eau va être récurrent à Lyon. Et puis, il va y avoir ce fameux accident du pont de la Guillotière où Madame de Servian, donc ça doit vous parler, avec la rue Servian, il va y avoir un accident. Donc c'est au retour d'une fête qui est organisée à Bron, la fête de Saint-Denis, où les gens vont revenir sur Lyon et il va y avoir un tel embouteillage. Et Madame de Servian est dans les parages avec son carrosse et il va y avoir... ils vont forcer le passage et ça va créer un mouvement de foule qui va précipiter des personnes dans le Rhône et puis un nombre de blessés et de morts. On compte 238 personnes étouffées et plus de 500 blessés. Alors, les premiers secours sont mis en place par le chevalier du Guet Royal sous le commandement du prévôt des marchands, Louis Ravat. Alors, la réorganisation du gouverneur de Villeroy. Donc, il y a un incendie dans la salle de spectacle qui est à proximité de l'hôtel du gouverneur, parce qu'avant, l'hôtel du gouverneur se trouvait à Saint-Jean, du côté de la rue du Bœuf. Donc, il y a une grande place. Et là, il va y avoir un incendie au mois de juin 1722. Et ça va prendre les écuries du gouverneur. Donc là, très rapidement, eh bien, il va y avoir une ordonnance qui va être publiée. Donc, vous voyez, l'accident a lieu le 8 juin et le 7 juillet, il y a tout de suite une ordonnance. Hop, elle est là. Et donc, notamment, ça va viser à réorganiser les secours et donc impliquer un peu plus les pénons dans la lutte contre l'incendie. Alors, en plus, il va lever une taxe de 6 livres par maison pour l'achat de pompes et de pompes diverses et de seaux. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a 2700 seaux en cuir qui vont être achetés et 1750 qui vont être distribués dans les quartiers. Voilà. Alors, en cas d'alerte, les pénons, ils ont l'obligation de conduire les pompes et les seaux au feu par les hommes. Voilà. Alors aussi, quand on s'installait à Lyon, pour avoir le droit de s'installer à Lyon, on avait l'obligation d'amener un seau en cuir. Voilà, c'était le rituel. Alors ça, pour moi, je le considère comme un scoop, parce que moi, j'ai travaillé au musée Gadagne et j'ignorais complètement la face cachée de Jacques Germain Soufflot concernant la réorganisation de l'incendie. Donc, voilà, donc on connaît Jacques Germain Soufflot puisque c'est l'architecte de la Loge du Change, de l'aménagement des rives du Rhône. Il est aussi à l'origine d'un mémoire pour améliorer l'organisation de l'incendie à Lyon en 1746. Je pense que très peu de Lyonnais doivent savoir ce détail de l'histoire et merci à toi Jacques de nous le faire partager. Donc, à partir de là, on a 6 dépôts de matériel et d'incendie qui permet d'avoir un chariot, des pompes portatives et des seaux, des échelles aussi. On commence à avoir aussi les échelles à emboîtement dites italiennes. Donc, c'est un très, très grand progrès pour la lutte contre l'incendie. Et puis, on aura moins de personnes pour pouvoir transporter le matériel. Alors, toujours le problème de la rareté de l'eau. Il faut se dire qu'après les Romains, eh bien, il faudra attendre quasiment 19e siècle, 1900, pour avoir le d'eau à Lyon. Donc, eh bien, avant, il faut se débrouiller avec les points d'eau dont nous disposons. Mais le problème, c'est que souvent, les fontaines étaient énormément polluées. On jetait il y avait des personnes qui jetaient des déchets, etc. Donc les puits étaient très mal entretenus. Et il est recensé au XVIe siècle uniquement 19 puits publics. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Donc on va aussi imaginer, et ça je remercie donc l'association de
de l'eau à Lyon et la pompe de Cornouailles, dont le président est parmi nous ce soir. On va mettre à disposition un modèle de pompe à balancier et surtout avec un coffre pour éviter justement de jeter des déchets. Alors, ensuite, on va commencer à adopter la pompe à 4 roues. Alors, celle que nous vous présentons figure au musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Une des plus belles pompes que nous disposons. Elle date de 1759 et elles sont beaucoup plus puissantes que les portatives, vous imaginez. Elles ont déjà, les tuyaux commencent à se généraliser et donc on commence à avoir des longueurs plus ou moins grandes. Alors on les voit ici, hein. Voilà. Et puis ce que vous voyez, c'est une gaine sur le côté qui permettait de colmater les trous en cas de... enfin voilà, éviter que les pompiers partent avec les tuyaux percés. Alors, vous voyez ces jolis dessins, eh bien, ils se figurent aussi dans l'ouvrage de Jacques Perrier. Il a fait un travail aussi colossal parce que, à partir de ses recherches aux archives municipales, il a pu reconstituer au mieux les équipements et l'évolution justement des tenues de préposés au feu. Et c'est un travail vraiment de grande envergure. Donc là, avec les précédentes réorganisations, il va y avoir quand même une accalmie, mais à la suite de plusieurs incendies, et donc on va demander à chaque quartier de posséder un nombre important de personnes prêtes pour intervenir en cas de feu. Donc on va même demander jusqu'à 72 hommes par quartier. Et en même temps, on va former des piquets de sergents avec un sergent et 10 hommes. Alors 10 hommes de bonne volonté et non armés, c'est-à-dire les uns assuraient la sécurité et les autres donc assurer l'incendie. Donc la révolution va arriver et là pour le coup les pénons vont complètement, la garde bourgeoise va disparaître et on va la remplacer par des citoyens qui sont invités à s'inscrire pour former une milice communale capable d'assurer la sûreté de la ville et assurer aussi le service d'incendie. Alors, le tocsin, c'est l'utilisation du tocsin. Plusieurs fois, on va en parler. On en a parlé tout à fait au début. Et puis, il va apparaître et disparaître. Alors, souvent, soit pour des causes pratiques, ou soit bien parce qu'il va y avoir aussi des évolutions. Alors, il est dénoncé dans l'avis de 1789 que les cloches assurant le tocsin sont considérées inefficaces et souvent source d'affolement. Et on réaffirme leur utilité en 1791. Donc, vous voyez, elles vont à chaque fois partir et revenir. Et puis surtout, c'est qu'un an plus tard, on va encore les supprimer parce qu'on a besoin de métal. Et là, pour le coup, on va descendre toutes les cloches et on va garder juste les cloches de Saint-Jean et les cloches du beffroi de l'hôtel de ville pour assurer le tocsin. Alors, le siège de Lyon. Donc ça, c'est un plan aussi qui figure à Gadane, qui est très intéressant, puisque là, on voit aussi la façon dont ce siège de Lyon va être militairement attaqué. Et voilà. Et là, il y a aussi une vue avec des incendies qui se déclarent un peu partout. Et donc, les corporations vont se remettre, vont à nouveau s'organiser pour lutter contre ces incendies durant le siège de Lyon. Et malheureusement, quand il va y avoir les grandes répressions, eh bien, ces corporations vont être considérées comme des anti-révolutionnaires et bon nombre vont être exécutés juste parce qu'ils avaient, à un moment donné, participé à l'incendie, à l'extinction de l'incendie.
Donc c'est assez incroyable parce que donc il y avait des cordonniers, il y avait des maçons, des charpentiers qui ont été exécutés simplement parce qu'ils avaient assumé justement cette partie, leur vraie partie, c'était la lutte contre l'incendie. Ils ne prenaient pas part à la politique. Voilà, donc dans ce document, on voit la mise en arrestation des architectes et des gens de corporation des métiers du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est aussi des documents très intéressants qui ont été trouvés aux archives départementales. Oui. Alors, ensuite, à partir de 1795, Lyon va être partagée en 3 divisions. La division nord, qui correspond au premier arrondissement, la division du Midi, qui est le 2e, et puis la 3e division, c'est 5e et 9e. Alors, c'est symbolisé par 3 merveilleuses clés qui ont été réalisées pour la venue de Lyon à l'empereur Napoléon Ier. Et ces 3 clés, elles sont exposées au musée Gadagne. Eh bien, il va y avoir une incidence, bien évidemment, puisque le service incendie va aussi continuer à se développer. Et le 15, je suis bien au bon endroit, oui, le 15 juin 1801, donc le conseil municipal va créer une compagnie de 32 gardes-pompiers. Là, on commence à parler des gardes-pompiers. Mais ces 32 gardes-pompiers ne va pas tenir compte de ces divisions administratives. Elle va couvrir l'ensemble de Lyon. Et à la suite du 2e incendie de l'hôtel de ville en 1803, l'effectif va être porté à 112 hommes. Alors, la création d'une compagnie de gardes-pompiers. Donc là, on trouve la nomination qui montre les 32 gardes-pompiers. Voilà. Donc il va y avoir aussi les dépôts généraux des pompes. Alors le premier, il va être posté rue Luzerne, donc au terreau, et c'est l'actuelle la rue Major Martin. Et ce bâtiment-là, c'est le premier dépôt général. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on va réparer le matériel, on va le gérer. Et donc, il reste toujours des dépôts, des petits dépôts, les dépôts secondaires, mais c'est dans ce bâtiment-là où on va commencer à réparer le matériel et à le réorganiser en fonction des demandes. Attends, j'ai perdu ma... Voilà. Alors, donc, en 1801, on compte quand même 11 dépôts de pompes dans les quartiers et on va mettre en place 3 corps de garde qui va nous permettre surtout, c'est de faire des rondes la nuit. Donc, on va arriver vers les surveillants de nuit. Alors, aucun service de garde n'est assuré en été, c'est simplement en hiver. Et il faudra attendre 1814 pour assurer aussi un service d'été. À partir de 1813, tout le matériel pompier ne sera pas rouge, mais vert. C'est la couleur du vert empire. Le rouge va nous arriver bien plus tard avec les Anglais, avec l'arrivée de la pompe à vapeur. Donc voilà les surveillants de nuit. Donc moi je suis très contente d'avoir trouvé en fin de compte à quoi servait cette plaque, puisque je l'ai vue aussi à Gadagne dans ses collections. Et Jacques, tu nous as donné effectivement la réponse, puisqu'on met en place les surveillants de nuit. Et je ne sais pas, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, alors c'est-à-dire qu'au départ, on va constater de nombreux vols entre 1800 et 1801.
Et d'abord, c'est les habitants qui vont assurer des tours de garde. Mais le problème, c'est que ça va vite disparaître. Et c'est la police nocturne qui, par un décret du préfet, va mettre en place une police sous l'autorité du commissaire général du bois. Ainsi, le corps des sapeurs-pompiers des surveillants de nuit, est officialisé le 15 novembre 1801. Donc, il comprend 3 inspecteurs et 36 surveillants, à la fois chargés de la sécurité et surveiller des départs d'incendie. Voilà, c'est toujours, il y a toujours les deux, surveiller les biens. En plus, Lyon est une ville riche, donc automatiquement, on va toujours mettre de la sécurité la nuit pour pouvoir surveiller ses richesses et puis éviter les départs de feu. Alors, les cloches à main. Donc, effectivement, on va à nouveau éviter le tocsin. Il est interdit en 1815 et on va distribuer des cloches à main aux surveillants de nuit. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas suffisamment c'est pas assez puissant et il va y avoir des incendies qui vont se propager assez rapidement. En plus, les gens commencent à en avoir marre d'être obligés, parce qu'avant, ils étaient obligés et forcés par les militaires d'assurer la chaîne des sceaux nuit et jour. Donc ça ne va plus être possible. Et c'est le maire de Lyon, Jean-François Terme, qui va supprimer cette obligation. Et donc, il va y avoir, et elle va devenir un geste volontaire. Donc c'est bien parce que ça va permettre aux gens de ne plus être dans cette obligation. Et puis on va commencer à remplacer peu à peu les pompes, puisqu'elles datent quand même de 1777. Et on va prendre des moyens plus maniables, comme les pompes à brouette. Voilà, donc celle-ci aussi figure dans nos collections. Donc pour la monarchie de Juillet, après le renversement de Charles X, la garde nationale est à nouveau organisée et les gardes-pompiers de Lyon vont abandonner l'uniforme vert pour adopter l'uniforme de Paris, et c'est le bleu marine. Voilà. Et puis sur le même modèle, ils deviennent réellement, en titre, sapeurs-pompiers. Alors, la révolte des canuts. Donc là aussi, c'est un épisode douloureux pour Lyon, où il va y avoir 2 révoltes, une en novembre 1831 et une en avril 1834. Et là, de nombreux incendies vont éclater et les pompiers ont une grande difficulté pour intervenir. Donc, en raison du fait que de part et d'autre, les victimes sont nombreuses. Donc, vous connaissez un petit peu ces images. Voilà. Donc, on va parler aussi de la pompe parisienne qui arrive à Lyon. Et là, la pompe parisienne, elle va être beaucoup plus maniable puisque les pompes à 4 roues sont efficaces, mais elles sont très lourdes. Donc, on va commencer à adopter les pompes à 2 roues. Alors, pour permettre aux gens de mieux visualiser la place des pompiers, on va créer des enseignes qui vont être posées sur les bâtiments pour permettre aux gens de pouvoir, à un moment donné, avertir les secours plus rapidement. Devant ? Oui, c'est devant les logements des pompiers. Oui, tout à fait. Alors, on va encore avoir les inondations de 1840, où là encore, il y aura les pompiers vont pouvoir intervenir, mais c'est vrai que ceux qui vont surtout aider, c'est les sociétés de sauvetage qui vont assurer justement, permettre aux gens de pouvoir sortir de leur maison. Et puis le Rhône et la Saône, c'est vrai que ça a été le fleuve et la rivière où il y a eu beaucoup d'accidents, et notamment du côté du pont de Pierre, où il y avait une barre rocheuse, où sur les 7 arches, il y avait 2 arches qui étaient navigables, et souvent il y avait des naufrages,
Donc là, par exemple, c'est un bateau qui était chargé de foin qui va s'enflammer et qui va partir à la dérive. Et bien évidemment, comme il y a le pont de Nemours qui est en bois, eh bien, forcément, ça va prendre feu sur le pont aussi. Pardon ? Les échafaudages et les poussoirs. Voilà, les échafaudages et les poussoirs. Poussoirs. Oui. Qui soutiennent les arches du pont. Et donc ça brûle, il faudra reconstruire le pont. C'est le pont de Nemours qui est en construction, qui va remplacer le pont d'échange. Alors, les sapeurs-pompiers de la commune suburbaine. Donc, les 3 autres communes de l'agglomération lyonnaise créent chacun un corps de pompiers. Alors, Vèze en 1807, la Guillotière en 1808 et la Croix-Rousse en 1818. Et en 1852, un décret donne un nouveau territoire à la ville de Lyon, fusionnant les 4 communes. Donc là, vous avez les uniformes qui correspondent effectivement à chaque commune. La nouvelle ville de Lyon donc, est divisée en 5 arrondissements. Et malgré la nomination du conseil municipal par une loi du 5 mai 1855, le préfet règne en maître absolu. Les pompiers sont soumis à ces décisions. Et à la suite d'un très grand incendie à la maison Milanais, alors la maison Milanais, elle abritait la recette générale, place Tolosan. Il va y avoir un poste permanent qui va être installé à l'hôtel de ville avec un caporal et 4 sapeurs. Depuis le 1er septembre 1852, donc il y a un arrêté qui crée le bataillon des sapeurs-pompiers de 5 compagnies. Et puis un poste de nuit est ouvert aussi, quelle que soit la saison. Il y a 28 de dépôts de pompes, donc c'est déjà, on arrive déjà à une belle organisation, qui sont répartis sur la ville. Hein. Et puis il y reste toujours les postes de nuit. Alors là, on retrouve la création du bataillon. Chaque compagnie a gardé son règlement depuis 1852 et ses habitudes, son système de solde et son uniforme. Alors bien sûr, à un moment donné, si chacun garde son système, eh bien, le problème c'est qu'il y a une mauvaise organisation. Et donc pour conserver la cohésion des compagnies, le nouveau préfet va donner un règlement constitutif pour tous les sapeurs-pompiers de Lyon en 1858. Alors, comme le préfet veut créer un poste de police sur les terreaux, le dépôt général qui était rue Luzerne va déménager rue Molière, là où se trouvent maintenant nos pompiers et qui, depuis toujours là, puisque même en 2018, donc la rue Molière avec la rue Rabelais, nous avons la caserne centrale. Alors les secours hors incendie, donc on a aussi les inondations de 1856. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle vous permet de repérer, grâce à l'église Saint-Potin, l'avenue de Saxe. Et c'est là où on montre à quel point l'eau pouvait monter très très loin dans Lyon. Hop. Alors, en récompense de son dévouement, l'empereur Napoléon III va offrir au bataillon un nouveau drapeau. Et l'ancien emblème est envoyé à Paris, mais il brûle le 23 mai 1871 dans le palais des Tuileries pendant la révolte de la Commune. Alors, le secours aux blessés. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est devenu une mission pompier qu'à partir de 1901. Et
avant, eh bien, il y avait des chaises à porteurs qui sont apparues à Lyon en 1617. Et il y avait 4 chaises qui étaient spécialement destinées au transport des blessés. Donc, il y en avait une place des Terreaux, place Saint-Jean, place du Change et à l'hôtel de la Monnaie. Et puis ensuite, il va y avoir des fiacres et puis également des brancards de secours municipaux qui vont se trouver dans les écoles et les mairies. Donc ça, c'est un brancard qui fait partie des collections des hospices civils. Et donc on voit effectivement la façon dont on pouvait transporter les blessés. Donc dans le tome 2 de Jacques, on va découvrir le début des ambulances avec les Victorines. Hein ? Tu nous le promets ? Donc là, c'est une très belle représentation justement des sauvetages aussi, des sauveteurs. Alors les sauveteurs, ils étaient aussi jouteurs, hein, puisque c'est une grande tradition lyonnaise. Et ils vont donc être auprès de nos pompiers pour tout ce qui est sauvetage. Et même, ils vont participer, alors ça c'est une parenthèse que je dis, ils ont même participé à la catastrophe du 13 novembre 1930. Ils se sont mis à disposition pour pouvoir aider les pompiers qui étaient ensevelis lors de cette catastrophe. Donc le réseau d'eau publique. Donc, dans les années 1840, la distribution d'eau à la population s'est un peu améliorée pour le secteur des terreaux et les pentes de la Croix-Rousse. Plusieurs projets sont étudiés, mais c'est en 1853, au cours de formation, la Compagnie Générale des Eaux signe un marché avec la ville pour lui fournir une grande quantité d'eau. Elle installe une usine de pompage à Saint-Clair, avec 3 pompes du type utilisé dans les mines anglaises de Cornouailles. Elle est mise en service en 1856. Le contrat comprenait la pose de 600 bouches d'arrosage, celle-ci utilisée pour la première fois par les pompiers lors d'un incendie à Perrache, le 22 octobre 1856. C'était chez le volailler, non ? C'est ça ? Oui. C'était chez un volailler. Eh bien là, je me suis perdue. Alors, attends. Attends, j'arrive. Hop. Eh bien, je sais pas où j'en suis là. Tu l'as ? Donc là, c'est l'utilisation, c'est l'utilisation des pompes. Non, je suis un peu perdue là. Donc c'est les grands, c'est les grands travaux d'urbanisme. Voilà, j'en suis là. Voilà. Alors, donc le grand projet, les grands travaux d'urbanisme engagés par le préfet Weiss va aussi avoir des répercussions chez les pompiers, puisque comme on va, entre guillemets, réhabiliter le centre de Lyon, donc on va démolir beaucoup de petites maisons qui étaient abritées par des ouvriers. Donc forcément, c'est eux qui prenaient part à la lutte contre l'incendie. Et là, l'effectif va diminuer continuellement pour le 1er et le 2e arrondissement. Donc vous voyez, des grands projets comme les travaux de Weiss ont eu quand même des répercussions sur l'organisation des sapeurs-pompiers. Donc l'atelier qui se trouve rue Molière est occupé par 3 ouvriers d'art et une brigade spéciale de 9 sapeurs-pompiers qui est formée à l'atelier. Voilà, et ce sont les premiers pompiers professionnels lyonnais. Donc là, on va arriver vers les pompes à vapeur. Lors d'une exposition universelle, une délégation du conseil d'administration du bataillon est envoyée à Paris. Ils vont voir la démonstration de ces pompes à vapeur et une machine anglaise, la Merryweather, est acquise à Lyon au mois de septembre.
un contrat est passé avec la compagnie lyonnaise des omnibus pour pouvoir mettre à disposition les cochers et les chevaux. Alors, la ville possède sa première pompe à vapeur, mais on est toujours sur le problème du réseau d'eau. Il faut l'alimenter en eau. Et donc, il faudra attendre 1869 pour qu'une première bouche d'incendie soit installée à la place Voltaire, donc du côté de la rue Paul-Bert. Donc, elle va donner de bons résultats. Mais probablement, à la suite de la guerre franco-prussienne, il faudra attendre 1874 pour voir l'installation de 30 bouches d'incendie. Alors voilà, nous arrivons sur notre guerre prussienne. Alors, malheureusement, je ne voudrais pas être trop en retard. Parce qu'on a presque dépassé l'heure. Donc là, vous voyez encore un système donc de pompe à vapeur. Alors le réseau télégraphique va être une révolution aussi dans le cadre de la transmission donc des ordres, hein, c'est ça ? Alors il va y avoir la dissolution définitive de la garde nationale. Voilà, donc sur une circulaire de 1815. Alors, ce qui est intéressant sur ce document, c'est que c'est à partir de là où on va créer voilà, un engagement quinquennal. Est-ce que tu parce que depuis 1815, les corps pompiers étaient soumis au texte qui concernait la garde nationale. Étant donné que la garde nationale était dissoute en 1871, à la suite de la commune. Donc on prévoit un texte pour réorganiser les corps pompiers. Le décret est publié le 29 décembre 1875, mais ce décret impose aux pompiers de s'engager pour 5 ans, un engagement quinquennal. Et beaucoup de sapeurs-pompiers ont peur d'être soumis à l'autorité militaire, et donc ça amène à la dissolution de beaucoup de corps pompiers qui se réorganisent en société libre ou en société de secours mutuel. Pour à Lyon, il n'est pas question d'avoir une société de secours mutuel ou une société libre. Donc le bataillon faut attendre le 31 juillet 1879 pour qu'il soit organisé de manière républicaine. On va parler de la traction hippomobile. Alors le problème, c'est que, comme je vous l'avais dit, c'est que les chevaux et les cochers sont mis à disposition. Donc c'est un service qui est gratuit, mais il a son pendant d'inconvénient, c'est que à un moment donné, ils ne sont pas suffisamment réactifs pour partir au feu. Et donc à un moment donné, on va acheter des chevaux pour constituer une cavalerie municipale. Et sur les 12 chevaux qui vont être achetés, il y en a 8 qui seront affectés aux pompiers. Donc là encore, un très beau dessin de Jacques Perrier qui montre donc l'organisation pour avant le départ de la pompe à vapeur. Alors on a aussi les 2 incendies des théâtres des Célestins en 1871, où là, la pompe à vapeur va arriver aussi très, très en retard. Et malheureusement, en 1880, à nouveau, il va y avoir un deuxième incendie. Alors, ça va être pris apparemment au niveau des décors. Hein, c'est ce qui va être dit. Mais là aussi, la population va commencer à s'insurger contre les pompiers parce que le feu a pris très vite et malheureusement, il y avait encore une mauvaise organisation. Oui, il y avait toujours un très grand retard pour les secours, parce que
chevaux étaient loués auprès d'entreprises privées, normalement, ils devaient tenir à la disposition des pompiers 2 chevaux pour les pompes à vapeur, et le char attelé était coché. Malheureusement, en général, lorsqu'il y avait un incendie, les pompiers demandaient aux sociétés d'envoyer leurs chevaux, ils n'étaient jamais disponibles. Donc ça causait des retards énormes dans les secours, et la population était de plus en plus agacée de ces retards, qui s'appelait la pompe des pompiers la carabinière. Parce que, comme dans les carabiniers de Hoffmann, la pompe à vapeur arrivait toujours après pas l'alerte, bien 1 ou 2 heures après l'alerte. Donc, et les chevaux sont achetés qu'en 1899, sachant que les deux incendies du théâtre des Célestins, c'est 1871 et 1880. Donc, bien sûr, il a été reconstruit après l'incendie de 1871 et il a brûlé tout de suite après, pour la 2e fois. Et il a reconstruit de nouveau à l'identique, comme il est de nos jours. Alors après, on va passer un petit peu vers les faits divers. Voilà, donc il y a l'incroyable incendie de la rue Centrale. Donc c'est la rue Édouard Herriot, aujourd'hui, je crois, c'est ça. De Brest, ouais. Donc c'est le dimanche 10 août 1884 où il y a un violent incendie. Et les secours volontaires et professionnels sont à nouveau très tardifs et le feu détruit tout l'immeuble de 5 étages. 3 sapeurs. L'autre fort, là, oui. 2 ans plus tard, l'autre 10 ans. Donc ils vont être énormément critiqués dans les journaux et on amène quelques améliorations au niveau du matériel. Et notamment les réverbères pour mieux signaler les postes de nuit. Donc on a aussi les compagnies auxiliaires qui se trouvent à Montplaisir et au Point du Jour. Et comme la ville va commencer à s'étendre, parce que tant qu'elle est noyautée par les différents, comment on appelle ça, les fortifications, voilà, les lignes de rempart, ça va arrêter. Voilà, donc quand effectivement on va commencer à baisser ces lignes de rempart, eh bien on va pouvoir s'étendre à l'est, et là on va créer des postes de pompiers. Alors il y en a à Montchat, à la Villette, au Grand Trou et à Montplaisir. Voilà. Alors ensuite, il va y avoir le réseau téléphonique qui va révolutionner le monde des pompiers. Donc avec un système télégraphique aussi, enfin télégraphique et puis après téléphonique. Voilà, puis les Lyonnais vont s'habituer à demander les secours au dépôt général où se trouvent 9 sapeurs-pompiers professionnels. Donc progressivement, ils assurent les premiers secours en lieu et place des volontaires. Donc on commence à voir les professionnels arriver sur les incendies ou les secours. Si tu veux peut-être parler un petit peu les réductions d'effectifs des compagnies. Oui, donc la municipalité s'aperçoit que les volontaires sont plus, malgré leur dévouement, ils sont très longs à mobiliser, surtout la journée, puisqu'ils travaillent dans la ville dispersée. Donc de plus en plus, comme Dorothy nous l'a dit, les professionnels du dépôt général assurent les secours, surtout depuis qu'à le téléphone, on les demande et ils assurent les premiers secours. Donc on s'aperçoit qu'il faut absolument créer un corps professionnel. Donc à partir de 1890, le maire Gaëton décide de réduire l'effectif des compagnies volontaires. Mais il y a une résistance parce qu'eux veulent garder leur rôle. Donc il y a des séances mémorables au conseil municipal. C'est la bagarre continuelle. Donc Gaëton va essayer de mettre en place un corps professionnel de manière insidieuse pratiquement. Donc en 1890, je dis, le nombre de sapeurs professionnels augmente
Et en corollaire, l'effectif des compagnies volontaires d'arrondissement commence à diminuer. La création de la section active professionnelle, elle est prononcée en 1894, où on reconnaît officiellement le corps pompier professionnel. Et, avec tout leur dévouement, les volontaires, malheureusement, le payent cher. Hein. Ils sont toujours dévoués, toujours. Et donc on a des années noires dans les années 90 pour les volontaires. Le 1er octobre 1890, un feu d'appartement rue de la Ferrandière voit la chute d'une échelle sur laquelle se trouvent des pompiers, et 2 pompiers sont tués. Et puis on a d'autres, dans les mêmes années, on a en 1890 le sapeur Besson qui décède lors d'un accident de manœuvre sur la place Bellecour, le sergent Foyer-Sivelle à Vez en 1892 qui meurt dans un feu d'usine, et le sapeur du Poche qui meurt également dans un feu d'usine à Vez en 1893. Donc c'est ce qui amènera la construction du monument aux morts des pompiers à Loyasse. Ouais. Donc, là, il y avait des problèmes avec la compagnie des eaux qui respectait pas toujours le contrat qui s'est passé avec la ville de Lyon. Et donc, par une délibération du 4 mars 1887, le maire confie à l'ingénieur en chef de la ville l'étude d'un projet pour la distribution d'eau dans la ville. L'usine de Saint-Clair est modernisée et une deuxième usine est construite au Grand Camp. Elle démarre en octobre 1898 et là on retrouve un débit de 100 000 mètres cubes par jour. Donc on retrouve enfin le débit qu'on avait au moment de l'Udulum de l'époque des Romains. On a mis du temps, mais bon. En 1898. Ouais. Et donc la municipalité décide de racheter la concession de la compagnie des générales des eaux, et le service municipal des eaux fonctionne à partir du 1er janvier 1900. Alors les facts, je vous ai dit que les volontaires étaient en diminution depuis 1890. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le téléphone qui provoque ce phénomène. Ensuite, il y a la construction d'une caserne rue Pierre Corneille en 1906 et le début de la motorisation du corps en 1909. Donc, le maire Augagnor, Victor Augagnor, suspend le recrutement des volontaires en 1801. L'effectif est réduit, en supprimant la 4e compagnie de la Croix-Rousse parce qu'on crée un poste semi-volontaire vers la place Tabarou, je crois, ou place Chaupenet, il me semble. Ouais. Donc il y a un poste permanent. Oui. Et puis un deuxième poste permanent à Vez. Donc, qui abrite un personnel professionnel. Exactement. Alors, c'est vrai que les 3 facteurs, c'est la motorisation, c'est le téléphone, et puis c'est la construction de la caserne, qui va amener les professionnels à prendre de l'ampleur et les volontaires quasiment à disparaître. Ouais. En 1907, le nouveau maire, Édouard Herriot, demande au conseil municipal de voter les crédits nécessaires pour une grande réorganisation. Donc c'est lui qui va amener au corps professionnel. Le 27 décembre 1912, un arrêté municipal place à la retraite d'office tous les sapeurs volontaires. Et au 1er janvier 1913, le corps est entièrement professionnel. Voilà. Alors, il y a plus de détails dans le livre. Et c'est mieux écrit que je parle, hein, parce que c'est pas dans les sites. Donc voilà le musée des sapeurs-pompiers en pleine activité. Donc il a été créé il a été inauguré en 1971. Et bien évidemment, comme l'a dit Madame Dervilleur,
il ne pourrait pas tenir sans les bénévoles. Donc il y a une réserve à Vaux-en-Velin qui est ouverte souvent pour juste les journées du patrimoine ou la nuit des musées. Et puis nous recevons de plus en plus d'enfants pour faire donc des ateliers, pour leur faire comprendre que la ville de Lyon, l'histoire de la ville de Lyon à travers le prisme sapeur-pompier. Nous vous remercions de votre attention. Et puis surtout, je remercie Jacques pour tout ce travail. Et puis surtout, le fait qu'il a été à nos côtés depuis tant d'années. Et merci pour tout ce que tu m'as appris, Jacques. Je tenais à te le dire parce qu'un service des publics, il se construit aussi avec l'histoire. Et si on n'a pas cette ressource-là, on ne peut pas créer ce service des publics et pouvoir communiquer à tous les publics, que ce soit les enfants ou les adultes. En tout cas, moi, je voudrais l'applaudir tout ça. Je ne sais pas refuser. Hein. Merci. Donc, il y a un verre de l'amitié qui est partagé.